Bonjour tout le monde, je suis la docteure Marie-Ève Goyer, je suis la directrice scientifique de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance en itinérance qui permet cette super rencontre aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une équipe qui développe des outils cliniques, qui fait de la formation continue comme aujourd'hui et qui fait aussi du soutien à l'organisation des services pour les personnes en situation de vulnérabilité. Merci aux membres de mon équipe là, qui permettent cette discussion-là et qui sont là dans l'ombre aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois, années qu'on entend vos demandes d'avoir un petit peu plus d'outils et de soutien par rapport aux troubles de la personnalité antisociale. Donc, c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. Avant qu'on se lance dans le webinaire, je vous rappelle que cette formation-ci est accréditée. Elle est aussi enregistrée, donc si vous avez des collègues qui n'ont pas pu l'écouter en direct, elle sera disponible en différé. Vos micros sont actuellement fermés et je vous invite là, tout au long de la présentation, si vous le souhaitez, à poser vos questions dans le chat, mais sachez, là, puis je vous le montre dans 2 secondes, qu'on va avoir une période formelle où vous allez pouvoir poser vos questions, soit en levant la main ou soit dans le chat. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous renommer. Alors, sans plus tarder, j'accueille brièvement là, les 4 conférenciers d'aujourd'hui et je vais vous les présenter formellement sous peu. Nous avons Maître Jean-Philippe Cloutier-Tanguay, qui est avocat et externe en médecine, Dr Simon Dubreuc, Dr Myriam Leblanc et Mme Chanie Lavoie, qui est ARH au service relais. Voici les conflits d'intérêts des gens qui vont vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est de résumer rapidement la littérature grise et scientifique qui concerne la prise en charge des personnes qui présentent un trouble de la personnalité antisociale et plus concrètement de favoriser une intervention proactive auprès de ces personnes-là, plus particulièrement celles aux prises avec une dépendance ou en situation d'itinérance. On a tenté de vous rendre ça le plus concret possible parce qu'on sait que c'est là où c'est souvent le plus complexe. Alors, voici un peu le déroulement de la rencontre. On va avoir un 20 minutes plus théorique que Jean-Philippe va nous présenter sur la recension des écrits, littérature scientifique et grise. Ensuite de ça, on va avoir un 40 minutes de discussion entre les intervenants que vous voyez ici et on va avoir un 25-30 minutes d'échange entre nous. Et alors, comme je vous le disais, n'hésitez pas dès maintenant, si vous le souhaitez, à mettre vos questions dans le chat. Alors, sans plus tarder, je présente Jean-Philippe avant de te laisser la parole. Jean-Philippe est un externe senior en médecine et il est également avocat et s'implique depuis plusieurs années auprès de la clinique juridique itinérante, un organisme dédié à la défense des droits des personnes en situation d'itinérance ou de vulnérabilité. Jean-Philippe a eu la gentillesse, à temps perdu, en plus des études en médecine, de reviser la littérature sur les troubles de personnalité antisociale. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Excellent. Donc, je pense que la première étape, c'est de s'assurer qu'on parle pas mal tous de la même chose. De manière générale, un trouble de la personnalité, ça implique, je pense, des modalités durables de l'expérience vécue, des patterns cognitifs ou relationnels qui sont mésadaptés à un point où l'individu, en fait, ne sera pas capable de s'adapter à différentes situations de la vie courante, là. Puis ça va lui causer une détresse cliniquement significative ou de la souffrance. Alors qu'un trait de la personnalité, quant à lui, concerne également, en fait, des patterns cognitifs, des patterns relationnels, mais qui sont beaucoup moins sévères. Donc, il n'y aura pas cette mésadaptation-là qui est caractéristique du trouble de la personnalité. Chez les antisociaux, au sens du DSM-5, on a un mode général de mépris de transgression des droits d'autrui qui survient depuis l'âge de 15 ans, avec au moins 3 des critères des manifestations suivantes, là. Puis, on a soit une incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, donc des infractions criminelles à répétition, une tendance à utiliser les autres, à tromper les autres, une irresponsabilité,
un mépris inconsidéré pour la sécurité des autres ou de soi-même. On veut un patient qui est majeur, qui est âgé d'au moins 18 ans, mais avec des manifestations qui ont commencé avant l'âge de 15 ans, souvent avec un trouble des conduites. Euh, c'est important que ce ne soit pas des comportements antisociaux qui surviennent dans le cadre d'une autre maladie. Puis ici, j'aimerais aussi rajouter que on peut avoir des comportements antisociaux qui surviennent pendant des périodes d'intoxication ou pendant une schizophrénie décompensée. Je pense qu'auquel cas, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un trouble de la personnalité antisociale, ni même qu'il y a des traits antisociaux. Euh, les questions que je me suis posées pour faire une petite revue de la littérature scientifique, la littérature grise, c'était quoi les stratégies d'intervention qu'on peut privilégier auprès de ces patients-là, puis s'il existait des lignes directrices concernant la gestion clinique de ces patients-là. Donc, je ne me suis pas intéressé au traitement psychothérapeutique à proprement parler, mais plutôt à comment est-ce que, en première ligne, on pourrait gérer ces patients-là d'une manière qui est efficace, que ce soit à l'urgence, en service de toxicomanie, en travail social. J'ai utilisé les bases de données biomédicales usuelles avec des dates d'inclusion assez larges des années 90 jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne la littérature scientifique, je tiens à mentionner d'emblée euh, que c'est des évidences de faible poids. C'est de la low certainty evidence, c'est souvent des petites études. Euh, Puis en ce qui concerne la littérature grise, c'est des guides de pratique qui ont été faits à l'étranger, mais qui ne sont pas nécessairement evidence-based. Puis la plupart sont des guides de pratique utilisés dans le milieu carcéral britannique. Je m'étais posé une question préalable. C'est quoi les enjeux qui ont été documentés par les cliniciens qui œuvrent auprès des patients sociaux? Puis ça, c'est une partie de la littérature qui est quand même stable depuis plusieurs décennies. C'est surtout les contre-transferts négatifs puis les stigmas. Les cliniciens peuvent ressentir de la frustration, de la peur face à ces gens-là, mais il y a aussi la sensation de behavioral control. C'est-à-dire, en fait, que les symptômes vont souvent être vus comme des manières de tenter de manipuler, de contrôler le clinicien. Donc, il y a souvent ce sentiment-là de se faire exploiter en travaillant avec ce patient-là. Puis au niveau systématique, mais je pense que ça fait souvent en sorte qu'ils vont recevoir des soins sous-optimaux, même s'ils ne sont pas moins susceptibles de chercher des soins que les autres. Ils vont même être exclus de certains programmes, chose qui est encore très fréquente aujourd'hui. Les stratégies de gestion clinique des personnes justement qui ont un trouble de la personnalité antisociale ont surtout été développées ou étudiées dans le contexte du traitement de la dépendance et de la toxicomanie. Il y a eu un essai randomisé contrôlé de Neufeld en 2009 sur la gestion des contingences, là, où on voulait comparer, en fait, dans le cadre du traitement de la dépendance. Donc, on avait des antisociaux qui avaient un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes. On voulait les mettre dans un groupe d'intervention où il y avait de la gestion des contingences. Donc, il y avait des gains incrémentaux positifs s'ils s'abstenaient de consommer, s'ils se présentaient aux séances de counseling, et des gains négatifs s'il y avait de la consommation puis s'il y avait de l'absentéisme. Puis ça, ce que ça a démontré, c'est qu'il y avait une différence significative quand même dans la présence de séances de counseling au niveau du groupe expérimental, mais il n'y avait pas de différence qui était statistiquement significative quant au taux de tests urinaires négatifs. Puis on avait mesuré aussi à l'aide de certains outils, l'agressivité notamment, le fonctionnement familial et social. Puis il y avait une différence un peu modeste là, qui avait été observée. On avait aussi étudié en 2007 des interventions de case management. Et en gros, les interventions de case management, c'est des interventions planifiées qui pouvaient être soit l'évaluation des forces, discuter du dossier avec le patient, essayer d'aller chercher des gains communs comme des allocations supplémentaires, ce genre de choses-là. Puis là, l'intervention, c'est de les exposer à différentes intensités de case management en fonction de la durée. Ça doit de 0 à 4 minutes, de 5 à 24 minutes et de 25 minutes et plus. Puis le comparateur avait, le groupe de contrôle avait le treatment as usual. Puis ce qu'on voulait mesurer, c'était l'entrée en traitement agoniste opioïde. Puis, dans ce cas-là, il avait trouvé que ceux qui avaient reçu plus de 25 minutes de case management étaient plus susceptibles de s'engager dans un traitement par agoniste opioïde que ceux qui avaient eu moins de 5 minutes de case management ou aucune exposition.
Il y a quelque chose d'autre qui avait été utilisé qui s'appelle l'ILC, le Impulsive Lifestyle Counseling. Ça, c'est une série d'études qui a lieu au Danemark. En gros, l'ILC, c'est une approche de psychoéducation qui est basée sur l'idée que la criminalité, c'est un mode de vie. Puis c'est basé aussi sur un manuel. Donc, n'importe quel intervenant, que ce soit une infirmière, un travailleur social, même un médecin d'une spécialité médicale à proprement parler, peut utiliser le manuel pour accompagner le patient. Mais c'est pas de la psychothérapie à proprement parler. Puis dans ce cas-là, ce qu'on voulait mesurer, c'était les refus de traitement. Donc, on avait d'un côté les patients qui étaient exposés euh, à l'ILC sur 6 séances de psychoéducation individuelle. Ceux qui avaient, encore une fois, le treatment as usual. Puis, il avait trouvé que le taux de refus de traitement était significativement plus élevé dans le groupe de patients qui avaient un trouble de la personnalité antisociale qui étaient assignés au service régulier versus ceux qui étaient dans l'ILC. Puis, il avait aussi été démontré avec une analyse variée qu'il y avait moins de. Ceux qui étaient randomisés à l'ILC étaient moins susceptibles de refus de traitement que ceux qui étaient randomisés au service régulier. Donc, de manière générale, je tiens justement à réitérer que ben, c'est des recherches avec des résultats, somme toute, là, qui sont très modestes. Là. C'est des approches cliniques, des fois aussi, qui sont pas nécessairement évidentes à mettre en place, notamment au niveau de la gestion des contingences. Le case management, il semble avoir une efficacité. Puis l'impulsive lifestyle counseling, c'est l'approche psychoéducative. C'est très contextuel au Danemark, puis c'est des études qui sont toujours en cours. Euh, puis je pense qu'il y aurait pertinence à ce qu'il y ait de la recherche encore à ce sujet-là. En ce qui concerne les lignes directrices et cliniques, comme j'ai dit tantôt, il y avait des lignes directrices britanniques, puis il y avait des manuels de pratique destinés aux intervenants du système carcéral au Royaume-Uni avec quelques recommandations canadiennes et américaines, mais qui étaient beaucoup moins étendues que les recommandations britanniques. Puis les recommandations britanniques, puis ça, je tiens à rappeler, c'était pas evidence-based. Je pense que c'était basé sur l'expérience locale mais il n'y avait pas d'études à l'appui des recommandations qui avaient été faites. Au niveau de l'organisation des services, ce qui revenait souvent, c'était l'importance du travail interdisciplinaire. Puis on voulait qu'il y ait des intervenants qui avaient des rôles distincts. Chaque intervenant devait avoir une relation thérapeutique avec le patient. Puis c'était important aussi que les intervenants qui travaillaient avec les patients sociaux, mais soient spécifiquement formés pour travailler avec cette clientèle-là, puis il y a une connaissance des théories derrière ça, derrière le traitement, comme derrière la cause de ces troubles-là. Et puis au niveau institutionnel aussi, on voulait encourager le monitoring de la pratique, tant au niveau de l'institution en tant que telle que de la pratique d'équipe qu'au niveau individuel avec chaque professionnel. Donc, monitorer les interventions qui ont été faites, mais aussi les transferts et contre-transferts qui ont pu avoir lieu en lien avec ces patients-là. Puis le dernier point, je pense qu'on recommandait souvent de ne pas exclure ces patients-là des programmes de soins. Au niveau individuel, il y a les approches cliniques, les attitudes cliniques, je dirais, qui sont de base, là, notamment avoir une attitude sans jugement, discuter de l'implication du diagnostic. Je pense que c'est des choses qu'on fait avec tous les patients. Mais spécifiquement avec les antisociaux, on voulait une approche qui était ferme mais bienveillante. Donc, les professionnels doivent être persistants. Puis, les interventions sont basées sur une approche cognitivo-comportementale. Donc, les conséquences doivent être connues du patient, puis doivent être appliquées. Puis il doit en comprendre aussi la pertinence initialement. Puis ce qui revenait souvent, c'est qu'on veut un cadre avec les antisociaux, mais plus ils ont de règles, plus ça donne des possibilités de violer ces règles-là. Donc un cadre qui est quand même large, mais dont le cadre est ferme. Là. Je pense que les intervenants euh, ne devraient pas mentionner aux patients une règle qu'ils ne sont pas certains qu'ils vont appliquer en cas de violation. Ce qui ressortait aussi souvent, c'est de faire un usage des intérêts personnels. Donc, identifier les buts partagés, de soit avoir plus d'argent, un meilleur style de vie. Euh, C'était une chose à laquelle il était très sensible de manière générale. Et voilà, donc je repasse la parole aux autres intervenants. Merci, Jean-Philippe. Donc, ça paraît pas, mais quand même un travail colossal. Euh,
peut-être aussi que effectivement, le manque de recherche robuste dont tu parles témoigne un peu du stigma dont ces populations-là auxquelles elles font face. Il y a beaucoup d'éléments clés aussi que tu as nommés, le travail interdisciplinaire, le cadre thérapeutique, le positionnement sans jugement, qui sont simples en théorie, mais complexes en pratique. Et c'est un peu ce qu'on voulait, là, en fait, utiliser ce qui a été dit dans la théorie pour voir un peu concrètement en pratique avec des gens qui ont une clientèle là, antisociale de façon fréquente dans leurs services qui sont avec nous. Alors, on va passer justement à cette période d'échange-là et je vous présente ou représente plus formellement nos trois présentateurs. Donc, nous aurons d'abord la docteure Myriam Leblanc, qui est psychiatre depuis 2017 et elle a complété une formation complémentaire en psychiatrie communautaire urbaine à l'Université de Toronto en 2018. Depuis l'automne 2018, elle pratique comme psychiatre à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel, notamment au sein des services externes et d'établissements de détention provinciaux. Elle occupe le poste de chef médical des services externes et carcéraux et de chef adjointe du département de psychiatrie. Dr Leblanc conserve également une pratique de psychiatrie communautaire générale au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Avec son expertise clinique et administrative, Dr Leblanc vise à développer des modèles de soins innovants pour les personnes souffrant de troubles de la santé mentale, principalement ceux aux prises avec des problèmes d'itinérance et de judiciarisation. Elle collabore activement avec différents partenaires issus du milieu de la santé, de la justice, de la sécurité publique, ainsi que des organismes communautaires, autant pour l'amélioration des soins et services qu'en offrant régulièrement des formations. Enfin, elle participe à la formation des étudiants en médecine et des résidents en psychiatrie en tant que professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal. Merci, Dr Leblanc, d'être là. Maintenant, nous avons Madame Chanie Lavoie, qui a obtenu sa maîtrise en sexologie en 2013 et elle possède plusieurs années d'expérience dans différents milieux, tels que le milieu communautaire, de la recherche et le milieu hospitalier. Elle cumule plus de 13 ans d'expérience à la clinique Relais, qui est une clinique bas-seuil en traitement agoniste opioïde, et est aussi présentement chargée de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Merci, Madame Lavoie, d'être avec nous. Et finalement, Dr Simon Dubroc, qui est médecin psychiatre au CHUM et professeur agrégé à l'Université de Montréal. Il travaille avec une clientèle souffrant de troubles concomitants depuis 2014 et est le chef du service de psychiatrie des toxicomanies du CHUM depuis 2017. Il est impliqué dans le transfert des connaissances, entre autres via le télémentorat ECHO du CHUM, troubles concomitants, et l'enseignement aux résidents et aux externes. Il est l'un des représentants du Québec au conseil d'administration de la Société médicale canadienne d'addiction, connue en anglais sous le nom de CISAM. Alors, premièrement, un grand merci à nos trois présentateurs. Et je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, n'hésitez pas pendant la conversation, si vous avez des questions brûlantes, vous pouvez les mettre dans le chat. On va avoir une période formelle aussi de questions là, à la fin de la présentation. J'aimerais peut-être qu'on commence justement cette période-là d'échange. Si vous pouviez nous dire vos take-home messages ou en tout cas ce que vous avez appris à travers vos années d'expérience sur les grands messages clés ou les grands pans de l'intervention auprès des clientèles antisociales, qu'est-ce que ce serait pour mettre la table? Je ne sais pas, peut-être qui veut commencer entre Chanie, Myriam ou Simon, je vous laisse lever la main. Je peux briser la glace, si tu veux, Marie-Ève. Vas-y, Simon. Donc, bonjour tout le monde, bien content d'être là. Donc, au niveau des personnalités antisociales, le premier message, moi, je dirais, qui est assez simple, c'est qu'on a tendance à les étiqueter comme personnalités antisociales, à les stigmatiser un peu, et en même temps, après ça, être surpris qu'ils aient tendance à vouloir nous utiliser. Donc, de base, comme on a eu dans la présentation, c'est des gens qui vont avoir tendance au premier contact à vouloir une relation utilitaire. Et je ne pense pas qu'il faut être surpris de ça, mais plutôt se poser la question, comment je vais faire pour naviguer là-dedans? Donc, si on fait le parallèle avec le trouble de personnalité limite,
que souvent on a plus de formation. On n'est pas surpris que la personne qui a un trouble de personnalité limite fasse du clivage, ait des émotions intenses. On a des stratégies pour le gérer puis essayer d'en diminuer l'impact. Mais on ne se dit pas, ben, ça n'a pas d'allure qu'elle fasse encore du clivage. On s'y attend. Donc, peut-être la première chose, c'est se rappeler quand on a la chance de savoir d'avance qu'on va rencontrer quelqu'un qui a un trouble de personnalité antisociale, qui risque de vouloir nous utiliser, ben, d'y être prêt. Puis une des façons de se préparer, puis je pense qu'on va en parler plus dans le détail, mais c'est d'avoir une bonne idée de ça va être quoi notre cadre. Et comme c'est des gens qui vont vouloir négocier, moi souvent ce que je donne comme image, c'est de se dire qu'on a notre cadre de base, mais de se faire un cadre peut-être un petit peu plus large parce qu'on sait qu'ils vont négocier et qu'ils sont des très bons négociateurs, habituellement meilleurs que nous. Et si on n'a pas préparé sur quoi on est prêt à donner un petit peu de lousse, ben souvent on va se faire avoir, on va se mettre la main dans l'engrenage et puis après ça, ben, c'est là qu'on n'est pas capable de rembobiner. Donc, d'avoir notre idée du cadre de base, mais d'avoir une meilleure idée encore de sur quoi on est prêt à négocier. Puis souvent, moi, j'utilise l'image de se dire, il faut des fois se préparer un peu comme si on allait négocier une voiture usagée. Hein. On a l'idée du prix qu'on va dire en premier, mais on s'est mis un peu la limite de jusqu'où on est prêt à aller, puis que sinon, ben, ça se peut que ça ne fonctionne pas, puis que ça soit correct à ce moment-là. En faisant ça, ben, de garder en tête l'attitude qu'on va avoir, donc d'avoir une attitude où oui, on est capable de mettre un cadre, mais où on reste très respectueux et très bienveillant. Moi, j'utilise souvent l'image que les gens qui ont un gros trouble de personnalité n'aiment pas qu'on fasse la même chose que ce qu'eux ont tendance à faire. Donc, un patient qui a tendance à des fois être très impulsif, irrespectueux, ça va être très, très sensible à le moindre signe qu'on ne le respecte pas, qu'on ne le considère pas, qu'on prend une position trop autoritaire et ça va avoir tendance à sauter à ce moment-là. Donc, d'avoir un cadre, puis en même temps de garder une position où on est honnête, bienveillant, respectueux. Et la portion qui est peut-être un peu difficile avec l'antisocial, c'est de trouver justement le juste milieu entre si on prend une position trop autoritaire, on déclenche un peu la contestation vers l'autorité. Puis si on a une position trop basse, comme on ferait avec certains patients qui ont un trouble de personnalité narcissique, puis qu'on a l'air un peu trop niaiseux, mais on a victime écrit sur notre front, et puis là, ils vont pouvoir en profiter un petit peu trop. Donc, la portion peut-être difficile, c'est de trouver ce juste milieu-là entre pas être trop autoritaire puis pas avoir l'air trop niaiseux, non. Donc, je dirais, les grandes lignes pour commencer, ça serait ça, puis je vais laisser Myriam et Chani continuer là-dessus. Merci. peux, je- Donc, pardon, vas-y, Mais non, Myriam. j'allais dire que je peux enchaîner en fait là, sur Simon. Donc, effectivement, là, bonjour à tout le monde, puis merci aussi là, de nous donner l'opportunité de vous en parler un petit peu. Ça fait quand même partie là, de notre clientèle assez, je dirais, typique, là, étant en détention puis en psychiatrie légale. Pour faire un peu du pouce sur ce que Dr. Dubreuil disait, pour moi, là, en fait, ce qui fonctionne le mieux dans, je dirais, des contextes thérapeutiques qui sont, je dirais, soit imposés par la Cour parce que les gens font objet de contraintes légales ou dans un contexte volontaire. C'est vraiment, en fait, je pense, dans la transparence et l'honnêteté qu'on peut avoir avec les gens. Tu sais, concrètement, la majorité des gens qui ont trouble de personnalité antisociale, je veux dire, ces éléments-là de personnalité, ce mode transactionnel-là ou relationnel-là avec les gens a beaucoup émergé dans un contexte de trauma et un peu de survie. Tu sais, les gens, ils ont appris à fonctionner comme ça, ils réalisent que c'est ce qui fonctionne. Tu sais, finalement, c'est en se mettant un peu au-dessus des autres, peut-être en trompant, en mentant, en ayant des relations plus utilitaires, qu'ils arrivent à leur fin. Ils vont évidemment, comme le disait Dr. Dubreuil, nous pousser probablement un peu vers ce type de dynamique-là, mais c'est à nous d'essayer de s'en sortir et au contraire de leur faire vivre une relation qui va être plus basée sur du respect et de l'honnêteté. Et si on s'attend à ce que les gens soient respectueux et le plus honnête possible envers nous, ben c'est aussi ce qu'on doit leur démontrer parce que finalement, la relation va dans les deux sens. Donc, tu sais, c'est de leur faire vivre concrètement dans la relation thérapeutique qu'ils peuvent avoir avec nous, ce à quoi on s'attend. Ou effectivement, tu sais, la malhonnêteté, tu sais, des mensonges, le fait de dire des choses, de promettre certaines choses qu'on ne sera pas en mesure de faire, d'annoncer des règles qui finalement peuvent transgresser sans qu'il y ait de conséquences, ben c'est des choses qui effectivement ne fonctionneront pas parce qu'on répète un petit peu ce mode-là de dire, ben
le cadre peut être transgressé, il n'y aura pas nécessairement de conséquences. Au contraire, il va peut-être y avoir trop de rigidité, alors que c'est pas nécessairement souhaitable. Ce qui fait que, justement, ben, cette honnêteté-là, je pense, ce respect-là, cette transparence-là va être beaucoup plus porteur et va permettre aux gens, finalement, de tranquillement s'installer dans une relation. Évidemment, ça risque pas d'arriver la première rencontre avec cette personne-là, mais sur le long cours, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible de s'établir dans la mesure où on leur fait vivre quelque chose qui est différent que leur mode relationnel qui fonctionne normalement. L'autre chose peut-être dont le Dr Dubreuil n'a pas parlé, puis que moi, je vais essayer quand même de beaucoup miser là, avec les gens que j'en suivis, c'est quand même d'aller essayer de miser sur les objectifs plus prosociaux, certains comportements plus prosociaux qu'ils ont. C'est habituellement, les gens ils ont quand même des éléments positifs qui ressortent dans tout ça ou des objectifs qui peuvent être justement plus prosociaux. Puis des fois, c'est vraiment avec la personne, puis je reprends un petit peu les éléments qui ressortaient là, de la revue de littérature que Jean-Philippe nous a présenté, où des objectifs qui vont avoir été déterminés de commun accord puis qui font aussi du sens pour le patient parce que c'est quand même ce qu'on souhaite, ben, d'essayer de le faire cheminer vers ces objectifs-là plus prosociaux. Des fois, ça peut être parce que la personne elle a un enfant avec qui elle n'a pas vraiment de contact puis que, bon, ça pourrait être un objectif de se rapprocher de cette personne-là. Peut-être qu'il y a un autre membre de sa famille pour qui ça ferait du sens. Bref, il y a souvent des petites choses plus positives auxquelles on peut s'accrocher puis qu'on peut essayer finalement de miser là-dessus avec le patient puis de l'encourager finalement dans son cheminement et sa responsabilisation par rapport à finalement l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, je m'arrêterai là-dessus là, comme d'entrée de jeu. Merci, puis on va avoir le temps là, de creuser chacun de ces éléments-là, donc inquiétez-vous pas. Chanie, qu'est-ce que tu aimerais nous recommander comme mise en place des grands éléments? Ben, je vais essayer de compléter, ce qui est quand même difficile, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. La première chose, je pense que le fait d'être vrai, pour moi, c'est genre, le truc assez central. Et pour appliquer ce que je dis, c'était quand même un peu stressant présenté aujourd'hui. En haut de 18 personnes, ma montre et mon cœur s'emballaient. À 176, je vous avoue que c'est pas le moment le plus zen de ma vie, mais je vais essayer quand même d'être pas si mal. Donc, en fait, ouais, moi, être vrai, je dirais, fait que, j'essaie de pouvoir nommer mes limites un peu et les erreurs que je fais ou que je peux faire. Je dirais que j'essaie aussi de changer le langage que j'utilise. Donc, il y a quand même des mots que je peux éviter, comme les règles, lois, et puis tout ça. C'est quand même quelque chose que j'essaie d'éviter de faire ressentir cette espèce de pression de cadre, puis tout ça, parce que je pense que ça reste que le cadre, puis j'imagine qu'on va en parler, reste quand même assez important thérapeutiquement parlant avec les personnalités antisociales. Et comme Dr Dubreuil l'a dit, je pense que j'essaie d'avoir une relation, de miser sur une relation qui n'est pas nécessairement où c'est moi, je veux dire, celle qui sait tout, la grande soignante, et pas non plus de victime. Donc, je vise vraiment une relation égalitaire avec les usagers. Puis c'est une fine ligne, là, des fois, c'est dur de... C'est ça reste une fine ligne. Et je dirais que pour moi, probablement... le truc qui m'a aidé le plus, je pense, dans ma carrière, c'est l'humour. Fait que, je dirais que ça a été probablement un des outils les plus que j'ai le plus utilisé là, avec les personnalités antisociales, même si certains d'entre eux n'ont pas tant d'humour. Je pense que j'ai le privilège de pouvoir établir une relation sur du long terme parce qu'à Relais, on les suit longtemps. Là, donc, c'est sûr que ça reste un grand privilège. Donc, en général, ça porte fruit des fois sur plus long terme que d'autres. Merci beaucoup. Il y a quand même quelque chose de très intéressant aussi dans ce que tu dis, dans l'authenticité, que j'ai l'impression, puis vous pourrez me contester ou commenter, qu'on retrouve beaucoup dans les clusters B à l'axe 2, les gens qui sont très sensibles à tout ce qui est des masques, au senti. Donc, il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qui est senti. Puis quand ça, c'est pas la même chose, c'est comme si ces gens-là ont vraiment beaucoup, beaucoup d'antennes de capacité à détecter ça. Fait que ça mène effectivement à, on est mieux de le dire si on n'est pas bien, si on est inconfortable, parce que de toute façon, c'est comme senti de toute façon. Puis tu nommes l'humour. Il y a, je pense aussi beaucoup de sensibilité de ces personnes-là à la chaleur, comme si le cadre, la main de fer
quand tu es dans un gant de velours, c'est comme si les choses passent vraiment mieux. Je ne sais pas si on va y revenir, là, fait que je me permets aussi de t'as nommé le langage. Euh, il y a quelque chose quand même dans le langage aussi qui permet soit la distance puis soit la proximité. Donc, tu l'as dit, là, c'est une mince ligne, mais j'ai quand même l'impression que les personnes antisociales peuvent être très sensibles là, je parle aussi de mon statut de médecin, là, au langage un peu pompeux ou un peu médical qui crée une espèce de hiérarchie puis d'autorité auxquelles ces personnes-là sont très, très sensibles. Fait qu'il y a vraiment des éléments assez simples dans, il me semble, les mots pour qu'on devienne dans un terreau un peu plus commun. Et donc, ça lance pour moi ma prochaine question qui est, vous en avez nommé quelques-uns, mais c'est quoi les principaux éléments du cadre thérapeutique que vous mettez en place, puis que vous explicitez, hein, parce qu'il y a toutes les choses qui sont un peu implicites, mais il y a aussi l'effort de rendre ça très explicite, même entre nous, dans une équipe. Donc, si vous aviez quelques commentaires à faire sur c'est quoi ces éléments-là, comment vous les mettez en place concrètement, vous diriez quoi? Oui, vas-y, Simon. Oui, ben, le cadre, effectivement, il y a des choses implicites, il y a des choses explicites. Euh, Quand on sait qu'il y a des gens qui ont déjà eu des problèmes avant, puis bon, là, j'ai le biais, ma clientèle souvent arrive parce qu'ils ont déjà eu des problèmes avant ailleurs, ça rend les choses un petit peu plus faciles parce qu'on peut le mettre sur la table. Puis je pense que c'est comment on le présente. Donc, si je donne un exemple, quelqu'un, par exemple, qui arriverait sur notre unité et puis qui a déjà eu des enjeux où il a été menaçant avec du personnel, où il a dû être expulsé parce qu'il y avait des comportements inadéquats. Ben, plutôt que d'utiliser la pancarte qui dit aucune violence ne sera tolérée, ce qui habituellement ne leur parle pas beaucoup, on va présenter les choses à leur avantage en disant, ben, je sais que tu as déjà eu des enjeux comme ça dans le passé. Moi, je veux ici qu'on trouve des façons de pouvoir t'aider à régler tes problèmes XY. Je ne veux pas t'en créer des nouveaux. Donc, si jamais tu sens que tu n'es pas capable de te contenir, de te gérer, j'aime bien mieux qu'on se parle et que je te suive en externe que tu te retrouves avec des accusations de menaces ou de voies de fait qui sont là. Donc, plutôt que de dire ça n'a pas de bon sens que tu traites les infirmiers comme ça, c'est pas adéquat, qu'est-ce qu'il y en est, de le ramener quand même à qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui peut être nuisible pour eux. Ça aide beaucoup. Puis habituellement, les gens vivent ça extrêmement bien, puis sont plutôt dans le remerciement d'avoir pris en compte cet aspect-là. Puis donc, vraiment mettre les choses sur la table. Donc, moi, ça arrive fréquemment avant qu'on prévoit un rendez-vous de suivi, d'avoir la discussion sur qu'est-ce qu'on fait si vous arrivez avec des armes, qu'est-ce qu'on fait si vous avez... Donc, d'oser parler de ces sujets-là sans que ça soit un tabou et de le faire à nouveau de façon bienveillante. Donc, par exemple, pour les armes, ben, moi, je leur explique que dans le protocole du CHUM, si l'agent de sécurité voit qu'il y a une arme, ben, il appelle la police. Donc, si après ça, tes mandats et tout ça, ben, tu peux te retrouver avec des enjeux. Puis quand c'est amené d'avance, ben, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus évident de le faire. Quand il y a je dirais que le cadre qui est le gros bon sens pour tout le monde, donc ce qui est agressivité, qui est violence, menace, vol, fraude de prescription, je pense que c'est assez facile d'être clair. Ce qui est un peu plus difficile, c'est quand il y a des cadres qui pourraient être très différents d'une personne à l'autre. Donc, on parle de conduite, donc en termes de prescription, en termes de dose non supervisée, en termes de molécules, en termes de type de suivi, où là, je pense que c'est important effectivement de ne pas se peinturer dans le coin si on n'est pas sûr qu'on va respecter notre propre cadre et de garder une certaine place à la négociation en ayant une très bonne idée de ça va être quoi notre limite qu'on ne va pas déborder. Ce cadre-là va être très différent selon l'endroit où on est. Donc, je ne ferai pas la même chose quand je vois un patient dans le cadre d'un programme tertiaire chez des gens qui ont eu déjà des échecs avec une équipe multidisciplinaire puis un suivi intensif. Bien, si je travaillais tout seul dans un bureau privé, je ne pourrais pas proposer la même chose, je ne pourrais pas proposer le même cadre qui est là, puis c'est correct. Donc, un exemple très facile, bien, dans certains cas, aller à domicile chez un patient, ben, c'est complètement hors cadre, mais on a des équipes
que c'est ça qu'ils offrent, qu'ils vont offrir de l'hospitalité à domicile ou qu'ils vont offrir un suivi d'intensité variable ou du CIM, puis que c'est tout à fait dans le cadre de le faire. Donc, de ne pas voir le cadre comme un one size fits all, mais vraiment de l'ajuster à votre situation. Puis si vous avez une bonne idée sur ce que vous offrez d'habitude puis ce que vous n'offrez pas, bien, ça vous permet d'avoir un signal d'alarme. Donc, si d'habitude, je n'offre pas des visites à domicile, puis que là, j'ai le goût d'offrir une visite à domicile, bien, c'est un petit red flag. Si c'est naturel d'offrir des visites à domicile puis que je ne veux pas en offrir, même si c'est une conduite à l'opposé, bien, c'est peut-être ça le red flag à ce moment-là. Je laisse mes collègues continuer, puis je pourrais rajouter des choses au besoin. Merci. Myriam, oui, vas-y. Ouais, je peux y aller. En fait, ce que je trouve intéressant là, dans ce que le Dr. Dubreuil disait, c'est que on ne peut pas avoir un cadre unique pour l'ensemble des patients parce que finalement, ben, chaque patient arrive avec un peu comme son vécu, ses besoins, puis c'est évident qu'un même cadre ne pourra pas être appliqué à tous. Dans ma pratique, c'est assez parlant dans la mesure où je travaille beaucoup dans les services correctionnels où c'est le même cadre qui est appliqué à tout le monde. Puis on voit à quel point ça fait beaucoup réagir les gens parce que justement, c'est pas nécessairement adapté par rapport à leurs besoins à eux. Donc, il faut qu'il y ait une certaine souplesse dans le cadre, je pense, entre les individus, dans la mesure où ça demeure pertinent cliniquement. Mais dans l'approche qu'on va avoir avec chaque personne après ça, ben là, il faut qu'il y ait une constante d'une rencontre à l'autre parce que c'est là où les transgressions peuvent survenir. Pour moi, je pense que c'est plus ça, c'est de dire d'un individu à l'autre, ben, peut-être qu'on peut offrir des choses qui sont différentes si ça fait du sens, mais pour chaque personne, ben, on se ramène à qu'est-ce qui cliniquement est pertinent pour cet individu-là. Si on voit qu'il n'y a pas de pertinence clinique à ce qu'elle nous demande ou un peu comme ce que Simon disait, ben ça, c'est le genre de service que je n'offrirais pas, puis par rapport auquel je me sentirais mal à l'aise, ben probablement que ça ne vaut pas la peine d'aller dans cette zone-là. Si au contraire, c'est quelque chose qu'on pense que cliniquement pourrait être aidant pour la personne, puis que notre désir de rigidité du cadre est uniquement en lien avec notre contre-transfert de la personne, ben, probablement qu'il y a un petit peu plus de souplesse qui est nécessaire. Je pense que c'est ce qui est difficile dans les gens avec des troubles de personnalité antisociale, c'est dans le contre-transfert qu'ils nous font vivre. C'est ça, avec les émotions que ça nous fait vivre, souvent notre réaction de base va être de dire ben, je me rigidifie, puis je lui donnerai pas ce qu'il me demande parce qu'on est on veut pas se sentir utilisé. Cela dit, peut-être que ce que la personne demande est quand même pertinent cliniquement. Et là, c'est à nous de se questionner, ben, OK, à quelles conditions est-ce que je le fais pour que ça demeure sécuritaire? Parce que ça, c'est un aspect qui est non négociable, puis que ça demeure cliniquement pertinent, notamment, par exemple, la médication qu'on pourrait prescrire. T'sais. Moi, c'est beaucoup comme ça que je le vois. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça que je voulais dire. Là. Je pourrais compléter aussi après, mais... Oui, parfait. Chanie, est-ce qu'il y avait des choses que tu avais envie d'apporter au niveau du cadre? Ben, tu sais, je sais pas trop. Bref, je pense qu'on dit quand même sensiblement la même chose, mais je pense que pour moi, il faut que ça soit un cadre, tu sais, qui est pas juste clair, mais qui est défendable, dans le sens que qu'il soit aussi clair pour moi, que je sois bien assis dessus, puis que ce soit pas un nom pour un nom ou une règle pour une règle. Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle je sois capable de l'expliquer. Donc, il faut que je l'incarne bien pour moi, et que ça soit fait avec bienveillance. Je trouve qu'effectivement, là, ils sont quand même sensibles à nos réactions et tout ça. Donc, je pense que c'est ça. Puis, il faut que les conséquences soient appliquées quand on les nomme. Ça fait en sorte que dans le temps, le cadre reste clair, justement, et applicable. Donc, je dirais être conséquent. Et pour moi, il y a aussi quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de demande spéciale sans lien. Et que, on fait des exceptions. Je trouve qu'avec les gens qui ont un trouble de personnalité antisociale, je trouve que pour moi, je trouve ça plus dangereux de faire une exception en début de relation que quand on a vraiment un lien et une relation. Donc, j'essaie c'est ça, que les demandes spéciales soient quand on a un lien, un réel lien. C'est à peu près tout. Merci, c'est super intéressant cette idée-là aussi de peut-être avoir un cadre au début quand on connaît pas la personne un tout petit peu plus serré parce que c'est vraiment plus difficile de rétro-pédaler si on est allé trop loin.
que de tranquillement, plus on se connaît, plus il y a de la souplesse. Vous avez quand même tous nommé quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement explicitement d'habitude, c'est-à-dire penser au cadre à l'avance, le définir de façon explicite, en discuter avec la personne, l'annoncer, la personne sait à l'avance les conséquences, parce qu'il n'y a probablement rien de pire que d'avoir une conséquence imprévue live pour un antisocial, là, c'est souvent là où ça saute. Simon, avant que je te repasse la parole, j'aimerais quand même vous entendre. Donc, vous avez quand même nommé les principaux éléments du cadre, comment vous le faites, mais j'ai comme deux sous-questions. La première, c'est comment vous soutenez concrètement l'application de tous ces beaux principes-là dans vos équipes de façon très opérationnelle, parce que c'est une chose d'y avoir pensé, c'est une chose que tout le monde le sache, c'est une monde que tout le monde le fasse, puis que tout le monde y soit à l'aise ou semi à l'aise. Fait que ça serait peut-être ma première sous-question, puis vous l'avez un peu nommé aussi, comment on fait pour pas rentrer dans le danger du one size fits all? Parce que ce qui va être très énergivore justement pour les équipes avec les antisociaux, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de négociations. Fait que la tendance que la plupart des équipes rapportent, c'est de dire, ben, on va avoir une règle commune pour tout le monde. Comme ça, on peut s'y fier. Puis là, ben, quand on fait ça, ben, on enlève toute la souplesse de pouvoir individualiser un petit peu l'approche. Fait que comment vous balancez ça? Et effectivement, comment on tombe pas dans l'espèce de, ben, voici la règle, merci, bonsoir, puis qu'on se garde un peu de marge de manœuvre pour pouvoir accueillir ces clientèles-là qui ont besoin d'un peu plus de souplesse. Simon, je ne sais pas si tu t'en allais vers ça, tu as le droit de répondre autre chose. Oui, ça allait un peu, mais je faisais le lien aussi avec Shani là, qui parlait des exceptions. Tu sais, les gens qui ont des troubles de personnalité sévères, c'est bon de toujours avoir un garde-fou, en fait. Donc, quand on veut faire une exception, je pense que c'est important de se poser la question, est-ce que je suis à l'aise d'en parler devant mon équipe ou pas? Déjà, si vous dites, je fais une exception, mais que je ne serais pas à l'aise que tout le monde soit au courant, c'est un red flag. Puis il y a plein d'exceptions où vous allez dire, ben oui, c'est le gros bon sens, puis tout le monde serait d'accord. Puis là, ben, il n'y a peut-être même pas besoin d'en parler en équipe. Mais de parler du plan de match, de où est-ce qu'on est rendu, puis d'être capable d'en discuter en équipe, je pense que c'est assez important. Puis, dans les réunions d'équipe, un des red flags que j'utilise, c'est quand la conversation tourne autour de qui va gagner, que ce soit entre les membres de l'équipe, que ce soit avec le patient, puis que l'argument principal de faire quelque chose, c'est on ne peut pas le laisser gagner ou on ne peut pas. Puis habituellement, dans une relation thérapeutique, le but n'est pas de savoir qui va gagner ou pas, c'est quoi qui est le mieux pour la personne. Mais ça arrive très, très, très fréquemment quand il y a des chicanes d'équipe. Puis ça arrive partout, là, ça nous arrive, ça arrive. Puis on a des fois nous-mêmes ce sentiment-là là, de se dire, là, c'est pas vrai que je vais le laisser gagner parce qu'il demande tout croche, alors que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si fou comme idée là, de la façon qui est demandée. Donc, d'en discuter en équipe, mais de porter attention à ce warning-là, à cette sensation-là de devoir gagner. L'autre aspect avec la relation utilitaire dans l'équipe, c'est que les gens vont beaucoup avoir l'impression que, ben oui, mais la personne veut juste des gains secondaires. Je pense que il y a des fois où c'est vrai, mais de se garder en tête qu'il y a beaucoup des approches, notamment en psychiatrie, dans les nouvelles approches qui utilisent ces gains secondaires-là. Si on prend les premiers épisodes psychotiques, ben, les jeunes, on leur dit pas, tu as une schizophrénie, viens-t'en, on va te traiter. Tu veux de l'aide pour retourner à l'école, tu veux de l'aide pour garder des liens avec ta famille. On les attire avec des objectifs qu'eux trouvent pertinents. Si on va plus large, je ne suis pas sûr que si on coupe le salaire de tout le monde ici, tout le monde rentre travailler demain. Hein, donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour avoir comme un certain gain. Donc, l'idée, c'est de regarder ben, comment ces gains secondaires-là sont en lien ou pas avec l'objectif qu'on a pour la personne. Puis des fois, ben, on va peut-être tolérer d'avoir un gain secondaire que la personne, ben, oui, elle vient à l'hôpital seulement pour être hébergée, mais dans le fond, elle a une psychose non traitée, puis on trouve que ça vaut la peine qu'elle soit à l'hôpital pour être traitée, même si son seul but à la base est d'avoir ce gain secondaire. Je laisse Myriam.
Oui, merci. Ouais, ben, en fait, j'allais un peu parler des gains secondaires aussi en disant, tu sais, je pense qu'en psychiatrie, on est assez opportuniste, là. Tu sais, quand la personne, il y a quelque chose qu'à la limite, tu sais, elle nous demande, puis qui pourrait effectivement probablement l'aider, même si c'est peut-être pas le besoin de fond. Je pense qu'il faut quand même être opportuniste, puis des fois, tu sais, miser un petit peu là-dessus. Tu sais, peut-être que dans les différentes personnes qui sont là, probablement qu'il y a des gens aussi que vous suivez qui ont des contraintes légales, même par rapport à du suivi. Tu sais, puis ces gens-là, ben, peut-être que la façon de les accrocher, ça va être justement par les gains secondaires qu'eux perçoivent. Oui, parce qu'il y a un cadre qui est là, mais des fois, je pense qu'on a comme pas trop le choix même de miser là-dessus parce que ça va être une façon de créer de l'alliance, de créer un lien. Puis, tu sais, c'est vrai, là, le lien, il n'est pas facile, puis il n'est pas instantané avec les gens qui ont un trouble de personnalité antisociale. Ça va se bâtir, ça va prendre du temps. Puis c'est une façon qui peut aussi permettre peut-être d'établir un lien un petit peu plus de confiance ou de respect. L'autre élément que je voulais amener par rapport, tu sais, c'est ça, tu sais, la notion d'exception des cadres, pour moi, je reviens souvent à, tu sais, la pertinence clinique des choses, puis dans les discussions d'équipe, ça nous permet aussi de ramener, ben, est-ce que cliniquement, c'est pertinent? Tu sais, si cette personne-là n'avait pas un trouble de personnalité antisociale, qu'elle avait, tu sais, une demande par rapport à une médication, par rapport à je sais pas, tu sais, un certificat quelconque qu'on pourrait remplir, genre pour une contrainte temporaire à l'emploi, tu sais, des choses qui peuvent être amenées, puis qu'on trouve que, tu sais, des fois, en discutant en équipe, on réalise que, ben oui, tu sais, ça pourrait être pertinent cliniquement, puis qu'on n'est pas tout seul à le réfléchir, là, qu'en discutant ensemble, on arrive à cette conclusion-là, ben ça peut nous rassurer, je pense, dans notre conduite, puis limiter aussi les tensions au sein de l'équipe où ben, on y a réfléchi ensemble, puis concrètement, on trouve que ben, par rapport aux objectifs qu'on va avoir sur la personne, puis aux liens thérapeutiques qu'on essaie d'établir, ben, ça va amener quelque chose de positif. Tu sais, c'est ça le but, en fait. Là. Si on ne le partage pas ensemble, ben, c'est difficile de se rallier autour de ça. Puis, tu sais, moi, c'est souvent comme ça qu'on va fonctionner quand il y a beaucoup de, je dirais, de tension, qu'on sent que c'est difficile. Des fois, même nous-mêmes, on est mal, tu sais, on sait plus trop par où prendre, je dirais, la suite du suivi. Ben, d'en discuter en équipe, ça nous permet d'échanger. Puis, je pense que ça facilite une compréhension commune de la personne, puis une compréhension commune aussi du plan. Tu sais, de pourquoi on est allé de l'avant avec telle intervention. Ben, c'est facilitant quand on en discute tout le monde ensemble, là. Ben, je pense que j'ai envie de prendre à la volée l'exemple qui revient tout le temps, là, parce que c'est un des gains secondaires. C'est quand il y a, par exemple, demande d'une prescription, typiquement là, dans le milieu de la dépendance, soit de benzodiazépine, ou plus récemment, on a vu avec le contexte de l'approvisionnement plus sécuritaire aussi, que c'est dans les clientèles antisociales où là, euh, il y a de l'inconfort un peu plus, puis peut-être, entre autres, puis là, je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais c'est vrai que des fois, c'est pas clair au niveau de la pertinence clinique, mais on dirait qu'il y a quand même une pertinence des fois, étant donné les personnalités antisociales, à dire on va lâcher un peu de lousse sur certaines choses, et souvent avec nos clientèles antisociales, ça va être des demandes de médication ou de prescription dans un objectif thérapeutique de créer le lien, d'avoir d'autres bénéfices secondaires, de pouvoir offrir l'ensemble des soins, incluant les soins psychiatriques. Mais il y a quand même là, et ça revient à tout ce que vous avez nommé, de se sentir utilisé, de voir qu'il y a vraiment de la recherche de gains secondaires, quand en plus, c'est pas robuste, mettons, scientifiquement ou médicalement, de dire on va avoir une prescription. Fait que je sais pas, Chani, je te vois sourire. Cas anecdotique à relais, puis plus largement, là, tu sais, euh, comment tu navigues dans la recherche de gains secondaires, encore plus spécifiquement quand c'est des demandes de prescription qui sont limites? Ben moi, c'est facile, j'ai la belle job, je prescris pas. Fait que je mets ça dans ta cour. En fait, tu sais, je trouve qu'il y a quand même, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses autour des gains secondaires, mais pour moi, d'emblée, c'est souvent, c'est des points dans notre bagage de genre relation. Fait que, tu sais, oui, des gains secondaires, mais tu sais, quand ça a des plus grands bénéfices pour la relation,
personnellement, je trouve que ça vaut le coup. Mais bon, c'est pas moi qui prescris. Mais après ça nous donne aussi l'occasion de remettre un cadre, de revoir les objectifs, il y a quand même quelque chose d'intéressant à la négociation, là, dans la façon dont ils entrent en relation, dans la négociation. On est là tout le temps, là, essayer d'avoir une prescription de ci, plus de ça, moins de ça, changement de traitement de ci, de ça. Donc, je trouve que quand même, puis ça nous donne après ça des leviers pour autre chose, je trouve. Fait que, c'est aussi utilitaire pour nous, je trouve, cette recherche-là, où on est toujours en mouvement dans la relation, puis par rapport aux objectifs à atteindre, ça nous garde, nous aussi, éveillés, là, on peut pas s'endormir, là. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que il peut souvent avoir des bénéfices des deux côtés, si on est transparent dans notre façon de faire, dans notre inconfort, dans jusqu'où on peut aller. Je trouve que des fois, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est facile pour moi de le dire. Ben, en fait, ça mène très bien à la dernière partie de notre discussion. Puis, tu as nommé aussi, donc, comment on peut être, vous avez nommé le mot opportuniste, j'aime bien dire plutôt stratégique dans notre façon. C'est une interaction de négociation. Des fois, ça négocie fort, là, on est d'accord. Il y a une question dans le chat qui ouvre vraiment la voie à la dernière partie qu'on voulait, qui est créer le lien, oui, mais jusqu'à quel prix? Ou autrement dit, comment on se préserve thérapeutiquement soi et comme équipe avec ces clientèles-là. Et je pense que c'est peut-être la plus grande question. Comment on fait, jusqu'où on va? Oui, on veut bien négocier, mais tu sais, ça crée beaucoup d'inconfort. Donc, je ne sais pas ce qui vous vient, qu'est-ce que vous aimeriez souligner par rapport à ça. Oui, Simon. Oui, puis je rebondis, il y a donc Raphaël Aymon, puis il y a Émilie Poitou aussi qui a fait un commentaire là-dessus. Euh, et je pense justement pour le côté opportuniste, puis prescription, la première question, c'est de se poser la question, on revient encore au cadre, là, dans la clinique que je suis, c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se ferait, si on parle d'approvisionnement plus sécuritaire, qu'est-ce qui se fait déjà, c'est quoi les balises qu'on a, est-ce qu'on n'en fait pas du tout, ou est-ce qu'on en offre, et pour avoir une idée de ce qui est correct à offrir ou pas. Donc, de vraiment se poser cette question-là. Pareil pour les benzodiazépines, des fois, il y a des gens qui ont un trouble de personnalité antisociale qui demandent une pression de benzodiazépine, mais finalement, ils ont déjà fait 3 sevrages avec des convulsions, puis il y a peut-être un rôle à l'avoir. Donc, de se rappeler que le risque, c'est d'en faire trop ou d'en faire pas assez. Donc, de vraiment se poser la question, si je me décolle du patient qui a cette situation clinique-là, qu'est-ce que je ferais? Puis, si la réponse, c'est que c'est une zone grise, parce que ça arrive souvent, ben, là, de se redire, ben, si on ne fait pas ça dans la clinique, il faut que j'en parle à la réunion d'équipe en premier. Si on fait ça dans la clinique, ben, c'est comment que je le fais. Et puis, tout ce qui est zone grise, tout ce qui est un peu hors guidelines, pour moi, ben, il faut être transparent avec le patient, lui dire que c'est hors guidelines. Puis que la raison pour laquelle on le fait habituellement, c'est que c'est pas sa première démarche. Quand c'est la première démarche de quelqu'un, ben, habituellement, c'est qu'on essaye de rester un peu plus dans les guidelines. C'est qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas fonctionné, que ça n'a pas marché, ou qu'il y a des très bonnes raisons de croire que ça ne fonctionnera pas. Puis si on le fait hors guidelines, ben, il faut bien démontrer qu'il y a plus de bénéfices que d'inconvénients, parce que sinon, il faut réviser ça. Donc, quand on met quelque chose en place où les données sont un peu plus molles, ben, ça ne veut pas dire qu'on offre ça à vie. C'est qu'il va falloir que le patient nous aide à démontrer qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Puis souvent, ça permet d'avoir une discussion sur c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il y en est. Mais je suis très d'accord qu'après ça, s'il y a quelque chose qu'on sait qui est clairement non indiqué, je ne pense pas que le fait de vouloir avoir une relation, de faire quelque chose qui est absolument non indiqué, devrait être fait. On est plus dans les zones grises, puis je pense que tu parlais de l'approvisionnement plus sécuritaire, là, où c'est un peu plus mou au niveau scientifique, mais c'est pas clair qu'il faut pas le faire ou clair qu'il faut le faire. On est dans l'entre. Oui, puis juste avant de te passer la parole, Chani, tu sais, je retiens aussi, en tout cas spécifiquement dans l'approvisionnement plus sécuritaire, souvent de l'utiliser, la prescription, comme tu as dit, comme un outil pour élucider les objectifs. On ferait ça vu que c'est gris, dans quel but, que ce serait quoi la plus-value, puis d'avoir quelque chose auquel
se monitorer, se gripper au lieu de juste prescrire, puis après ça part dans l'univers, puis on le voit pas. L'autre chose que je retiens que vous avez dit, c'est aussi de pas nécessairement répondre stat dans l'urgence, puis de dire, OK, on va en parler en équipe, on partage la décision, on dépose, donc de pas aller dans la rapidité, puis de déposer ça dans quelque chose de plus large que juste nous, quand on se sent des fois un peu sous pression ou coincé là, avec ces personnes-là. Oui, Chani, puis ensuite Myriam. En fait, c'est ça. Là, j'ai l'impression que j'ai peut-être pas été très claire dans le sens que, tu sais, un lien, oui, mais effectivement pas à tout prix. Tu sais, je pense que, tu sais, si, mettons, je peux exposer une situation où on a un usager qu'on aimerait qu'il voit le psychiatre ou la psychiatre, en fait, puis tu sais, chose qu'avant, j'aurais fait, ben, OK, oui, si tu veux négocier tes benzos, ben, ça va être avec le ou la psychiatre. Mais chose que, tu sais, là, on fait, c'est OK, oui, fine, tu vas avoir une prescription de benzo jusqu'à temps que tu vois le psychiatre, puis si tu ne te présentes pas, ben, on va couper tes benzos. Donc, tu sais, des fois, l'utilitaire est aussi utilitaire pour nous. C'est-à-dire que je vais utiliser une stratégie probablement différente, genre, mais qui va faire en sorte que je vais gagner dans la relation et l'objectif va être atteint. C'est clair ce que je dis? C'était déjà très clair, Ouais. mais je pense que ce que tu montres aussi, qui est assez spécifique avec cette clientèle-là, c'est à quel point le cadre cognitivo-comportemental fonctionne, spécifiquement là, dans cette sous-population-là. Oui, Myriam? Ouais, j'allais reparler un petit peu là, tous les enjeux plus de prescription, de médication qui souvent nous rendent assez frileux. Là. Pour moi, puis effectivement, quand on est dans les zones grises, c'est là que c'est le plus difficile. Pour moi, il faut que ça soit clair qu'on discute avec le patient de c'est quoi les objectifs liés à la prescription de médication. On a parlé des benzos, finalement, on se fait demander beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de demandes par rapport aux psychostimulants, notamment en milieu carcéral, ça revient régulièrement. Puis des fois, c'est vrai que ça serait possiblement pertinent d'essayer des psychostimulants. Puis là, on se questionne, est-ce que je vais avoir plus de bénéfices que finalement versus le risque, par exemple, de mes usages ou tout ça? Puis, on va le nommer au patient, c'est quoi les objectifs que tu as derrière ça? Ou avec les benzos, c'est quoi les objectifs? Est-ce que c'est parce que justement, il y a peut-être, comme Simon disait, des fois des sevrages qui se sont compliqués avec des convulsions? Est-ce que, il y a bien de l'anxiété, on a essayé d'autres choses, ça ne marche pas tant que ça. Les psychostimulants, est-ce que la personne est tellement impulsive puis agissante, puis ça ferait probablement du sens cliniquement d'essayer un psychostimulant dans d'autres circonstances? OK, c'est quoi les objectifs? On va le monitorer. Est-ce que ce qu'on va observer, c'est que tu as moins de moments de désorganisation? Est-ce que ce qu'on va observer, c'est que tu as moins de moments comme d'intoxication à d'autres substances? Est-ce que c'est parce que tu vas être capable de t'engager peut-être dans un suivi avec tel autre intervenant parce que tu vas être un petit peu plus focus? Fait qu'on va monitorer ça, puis on va définir très clairement c'est quoi les conditions pour que cette prescription-là puisse finalement continuer de s'actualiser. Est-ce qu'on veut que ça soit supervisé? Est-ce qu'on va t'en donner X? Est-ce que, c'est quoi les paliers qu'on va aller? Puis je pense qu'en le nommant, il n'y a pas de surprise non plus. Puis je reviens au principe de base de la transparence, puis l'honnêteté, il n'y a pas de cachette là-dedans. Puis quand la réponse, c'est non, parce qu'on trouve que cliniquement, ce n'est vraiment pas indiqué ou qu'on craint que la personne va en faire un mauvais usage, il faut être capable de le nommer aussi. Pas de façon, je pense, avec du jugement ou en culpabilisant la personne, mais en disant, écoute, cette médication-là que tu me demandes, moi, je ne vois pas de pertinence clinique à le faire pour X raisons parce que les effets ou les objectifs ou les bénéfices qu'on pourrait se compter sont telle chose et ça ne va pas avec ta situation où on craint telle conséquence. Puis là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, factuel. Puis on n'est pas juste dans du jugement dans l'ordre de dire, non, parce que j'ai pas le goût de te le donner, mais plus, parce que moi, pour telle raison, j'évalue que c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'on peut regarder par ailleurs ou c'est quoi les autres objectifs peut-être que toi, tu voudrais travailler ou les choses pour lesquelles tu penses que tu aurais besoin de telle pilule ou de telle affaire. Là, je te dis non, mais c'est quoi les autres options? Je pense qu'il faut donner des options aussi à la personne. Puis là, on n'est plus dans une dynamique de confrontation, mais je pense plus de soutien et de transparence. Puis après ça, faut garder un petit peu notre discours aussi pour que ça soit cohérent, puis que ça soit constant d'une fois à l'autre. Puis, moi, quand les patients me ramènent après ça, comme le prochain rendez-vous, puis 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, je suis comme, on en a déjà parlé. Vous souvenez-vous pourquoi on s'était dit que c'était pas possible de faire ça?
Puis là, ben, on le ramène. OK, puis c'est quoi les autres options qu'on avait pensées? Puis habituellement, ça finit par comme faire son chemin. Puis là, des fois, tu sais, ils vont rire ou tu sais, là, je vais sourire, je suis comme, vous me ramenez encore ça. Tu sais, il me semble que c'était clair la dernière fois. Puis souvent, ils sont comme, oh, ouais, vous avez raison, c'est correct. Puis là, ils passent à d'autres choses, tu sais. Ben, merci beaucoup. Il est 13h01, fait que c'est un sujet quand même très, très intéressant. Puis vous voyez, on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures. Fait que j'ai le souci d'ouvrir pour tout le monde à la période de questions.